J'ouvre le second débat de ce sens public avec cette question. François Bayrou a-t-il convaincu les parlementaires, à travers eux les Français, lors de son audition sur les violences dans les établissements scolaires, notamment Notre-Dame de Bétharram où ses enfants étaient scolarisés? Le Premier ministre jouait une partie de son avenir politique. Comment s'est-il défendu? Première réponse en images, Fabien Recker. Je vous invite donc, Monsieur le Premier ministre, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Sous serment, François Bayrou persiste. Il n'a pas menti à la représentation nationale le 11 février dernier. Quant au lendemain des révélations de Mediapart sur les violences à Bétharram, il avait assuré dans l'hémicycle tout ignorer de l'affaire. Je maintiens l'affirmation qui est la mienne. Je n'ai eu pas d'autre information. Comme ministre de l'Éducation nationale, je vais en parler puisque j'avais demandé un rapport d'inspection, que par la presse. Et je n'ai bénéficié d'aucune information privilégiée. Rapidement, l'audition vire à la passe d'armes entre le Premier ministre et le rapporteur insoumis Paul Vannier, qui tente d'épingler François Bayrou sur ses changements de version au fil des jours. En particulier sur une conversation présumée en 1998 entre François Bayrou et le juge Mirande, alors chargé de l'enquête sur les accusations de viol visant l'ancien directeur de l'établissement. Le 18 février, à l'Assemblée nationale, vous reconnaissez devant les députés qui vous interrogent avoir évoqué ces violences sexuelles avec le juge Mirande. Christian Mirande, déposant sous serment, a dit qu'il n'avait pas porté atteinte au secret de l'instruction, ce qui fait que moi, déposant sous serment, je dis qu'il n'a pas porté atteinte au secret de l'instruction, que je n'ai eu aucun autre secret. Et Monsieur Vannier, vous connaissez bien cette affaire, pouvez-vous me dire quel autre secret il y avait que celui-là ? François Bayrou, qui insiste avoir diligenté une enquête en 1996 après qu'une plainte avait été déposée pour une gifle qui avait sévèrement blessé un élève. La lettre du recteur me dit « Je viens de recevoir ce rapport, il est sage, objectif et favorable à l'établissement, le recteur ». À la surprise de la commission, le Premier ministre va jusqu'à mettre en cause le témoignage d'une professeure de mathématiques qui l'avait alerté par courrier dès 1995 sur de graves violences à Bétharram. Dans un échange brouillon, François Bayrou cherche avant tout à se poser en victime politique de l'affaire. Le Premier ministre a-t-il convaincu? François Bayrou a-t-il sauvé son poste à Matignon? On en débat tout de suite avec Jean Garrigue. Bonsoir. Vous êtes historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées et vous publiez Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble aux éditions Payot. Bérengère Bonte, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Info. Vincent Couronne, bonsoir et bienvenue. Chercheur en droit, directeur du média Les Surligneurs qui lutte contre la désinformation juridique. Et Antoine Oberdorf, évidemment, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Question très générale, à l'heure où je suis transparent avec nos téléspectateurs, à l'heure où on enregistre l'émission, l'audition n'est pas totalement terminée, mais il y a eu quasiment 2 heures déjà. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Jean Garrigue? Bon, je retiens François Bayrou pugnace, dans son style, un peu maladroit, assez provocateur parfois, assez agressif vis-à-vis de ses interlocuteurs. Qui a réussi à être convaincant sur 2 ou 3 points. À propos justement du juge Mirande, j'ai trouvé qu'il se défendait pas trop mal. Et à propos du témoignage de cette enseignante, Madame Guling, qui est présentée comme lanceuse d'alerte, il a remis en question la crédibilité de ce témoignage. Maintenant, sur le fond des choses, on va sans doute en parler, mais il y a beaucoup un faisceau d'indices qui montre que peut-être qu'à l'époque, il n'a pas traité ces affaires avec le sérieux, la profondeur qu'elles auraient mérité. Mais c'est presque une question sociologique ou philosophique. Oui, on évoquera cette question, le climat de l'époque et puis la dimension personnelle. Ces enfants étaient aussi dans cet établissement, il y a eu même chrétien, un établissement catholique, etc., etc. Évidemment, ça viendra dans la discussion. Il y a un côté bras de fer. Dès les premières minutes, Bérengère Bonte, ça c'était frappant. Hein. Il impose un propos liminaire qui n'était pas vraiment souhaité, quoi. D'une part, donc ça c'était un face-à-face assez tendu d'entrée de jeu avec la présidente, et puis ensuite avec le co-rapporteur insoumis, Paul Vannier,
avec qui il a aussi qui commence par traiter de menteur en ouverture. C'est quand même bon. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est arrivé là et ses troupes avaient beaucoup dénoncé une commission d'enquête politique et politisée. Il arrive avec le livre La Meute. On regardera ça tout à l'heure. Quand même, bon, c'est pas dans une petite provoque, est-ce qu'elle était très utile? Et il a une attitude de tribunal politique, c'est-à-dire de quelqu'un qui comparaît et qui, du coup, s'en prend au juge. On n'imagine pas ça dans un tribunal pénal. Je veux dire, on ne critiquerait pas les questions, on ne traiterait pas le juge de menteur. On répondrait. Il n'a pas du tout l'attitude qu'on peut imaginer. Il a choisi d'être offensif, de contre-attaquer. On peut peut-être rappeler les règles, tiens, Vincent Couronne. Comment ça se passe, une commission d'enquête parlementaire ? Une commission d'enquête parlementaire, elle peut être établie par l'Assemblée nationale ou au Sénat. On en a connu un certain nombre. Et en fait, elle est demandée, soit elle est adoptée par le Parlement, par l'Assemblée ou par le Sénat, en votant une résolution, ou alors il se passe ce qui arrive de plus en plus, c'est-à-dire en droit de tirage, les partis d'opposition ou minoritaires peuvent en fait demander par session la création d'une commission d'enquête. Chaque commission d'enquête, elle a maximum 30 députés. Et puis, elle a des pouvoirs assez étendus puisqu'elle peut citer devant elle qui elle veut, y compris le Premier ministre. On l'a appris hier, pas l'entourage du chef de l'État. Et puis, elle peut aussi aller faire des constatations sur place et sur pièce, avec des sanctions très fortes si jamais les personnes essaient de se soumettre, de ne pas se soumettre aux questions des députés. Oui, alors il y a plusieurs chapitres dans un débat comme celui-là. Il y a la question du mensonge, évidemment, on y consacrera du temps, la question de l'avenir politique de François Bayrou à Matignon, et puis effectivement, vous l'avez évoqué, ce bras de fer ou cette accusation de François Bayrou qui dit la commission d'enquête parlementaire, je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement objective. Alors il y a ce livre, ça nous a tous frappés. La Meute, c'est un livre qui vient de sortir, enquête sur LFI, toute dévouée à son chef Jean-Luc Mélenchon, et François Bayrou, on va voir l'image, il pose le livre à côté de lui, bien en évidence, ça n'échappe à personne, et puis il joint la parole au geste. Voici un extrait de l'audition de François Bayrou. Monsieur Vannier, j'ai déjà décrit votre méthode qui consiste à essayer de tirer la réalité pour nourrir un procès en scandale. Cette méthode, si je peux, je ne la laisserai pas prospérer. Donc, vous présentez tout cela comme si les déclarations qui sont faites en réponse à des questions au gouvernement étaient des déclarations sous serment devant un juge. Si ça avait été le cas, vous auriez dû prêter serment et ne pas multiplier les mensonges que vous avez multipliés, vous, personne d'autre, dans le texte de la question que vous avez posée et que je viens de révéler. Le menteur, ce jour-là, ça n'était pas celui qui répondait à la question, c'est celui qui posait la question. Démonstration, illustration de ce que vous nous disiez tout à l'heure. Je reviens avec vous, Bérengère Bonne, parce que, alors effectivement, là, c'est assez étonnant d'avoir un Premier ministre attaqué en ces termes-là un député dans une commission d'enquête parlementaire. Mais on peut aussi se dire qu'il y a un peu d'arrière-pensée politique de la part de LFI, comme il y en a eu pour d'autres commissions d'enquête parlementaire, que ce soit à l'Assemblée ou ici au Sénat. Alors, c'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que c'est la particularité de ce tribunal. Ouais. Enfin, on dit tribunal, mais c'est une commission d'enquête parlementaire, donc politique, bien entendu. Oui. Pour l'équilibre des choses, il y a, on l'a bien vu, un co-rapporteur de l'opposition franche et Violette Spilbou, qui est députée Renaissance, à qui on prête aussi, en tout cas les centristes prêtent aussi des intentions, alors notamment des intentions pour les municipales de Lille, donc de vouloir jouer un rôle, surjouer un rôle d'indépendance vis-à-vis du Premier ministre. Donc en fait, rien n'est neutre, effectivement, mais les deux partis, vous avez raison, l'utilisent, ont bien conscience de l'endroit où il se trouve. Ouais. Jean Garrigue, votre avis là-dessus, sur à la fois la stratégie de François Bayrou et puis le contenu, qui dit on fait un procès politique, grosso modo. Souvenez-vous de l'affaire Benalla. Ici même, au Sénat, une commission d'enquête qui finalement a un peu lancé cette mode, en tout cas jeté les feux des projecteurs sur les commissions d'enquête. Et le Sénat, à ce jour-là, d'ailleurs, a pris une importance nouvelle, je pense, dans l'esprit des Édouard Philippe, Premier ministre, venant à la rescousse
de ceux qui comparaissaient devant cette commission, de ceux qui étaient auditionnés, parlaient d'un procès politique. Or, à l'époque, Philippe Bas, qui faisait partie des Républicains, et Jean-Pierre Sueur des Socialistes, n'avaient pas, avant l'affaire, avant la tenue de la commission, n'avaient pas attaqué Alexandre Benalla ou ses protecteurs à l'Élysée d'une manière aussi, je dirais, frontale que Paul Vannier dans l'hémicycle. Ce qui change un petit peu le rapport des forces. Parce que c'est ce à quoi François Bayrou fait référence. D'ailleurs, il dit voilà ce que vous avez dit, voilà les questions que vous avez posées. On est dans la continuité d'un combat politique qui a déjà commencé auparavant. Oui. Bon, ça n'autorise pas François Bayrou à jeter le discrédit sur Paul Vannier, ou plutôt ça l'autorise dans sa tête, et c'est vrai que l'utilisation de l'ouvrage, la meute, etc., jette là aussi un discrédit sur ceux qui l'accusent. Mais je veux dire que effectivement, une commission d'enquête parlementaire, elle a toujours un fond politique, en tout cas quand elle concerne une personnalité de premier plan, comme c'est le cas ici. Oui, Antoine ? Ce qui est dommageable, c'est que cette commission d'enquête, elle se fait bien sûr au grand jour, quelque part. Elle est regardée, en particulier regardée par les victimes, qui, elles, au fond, n'ont que faire de l'instrumentalisation politique, dont personne n'est dupe, par les Insoumis ou d'autres. Et donc, si vous voulez, c'est là où, lorsque François Bayrou, dans sa défense, met sur le tapis les méthodes des Insoumis, en exhibant le livre, effectivement, l'enquête de nos confrères La Meute, ou lorsque, par exemple, il parle des méthodes inquisitoriales, au fond, de nos confrères de Mediapart, insinuant que, par hygiène personnelle, il ne lirait pas de tels médias et que ce serait une presse de caniveau, il déplace le curseur. Je suis assez d'accord avec vous, mais pardon de vous interrompre, il a commencé quand même en parlant des victimes. Et oui, absolument. Son propos liminaire, il s'est imposé pour le faire, puisque la présidente de la commission d'enquête ne souhaitait pas qu'il y ait un propos liminaire. Il commence en parlant des... absolument. Et c'est à ces occasions-là qu'il fait œuvre de salubrité publique. Lorsqu'il va à Pau avec Alain Hinsker, le porte-parole du collectif des victimes, qu'il prend en charge. D'ailleurs, il y a son livre aussi. On a cité La Meute, mais il y a aussi le livre. Il y a le livre d'Alain Hinsker, lorsqu'il prend en charge, dans lequel d'ailleurs, le livre dans lequel est consigné le témoignage de la fille aînée de François Bayrou. Oui. Donc, lorsqu'il prend en charge le témoignage des victimes, lorsque, pied à pied, il répond au témoignage d'un magistrat, d'un gendarme de l'époque, ou effectivement de cette enseignante qui se présente comme lanceur d'alerte, là, on fait progresser l'affaire, voire le potentiel scandale. Et surtout, on évite, en tant que Premier ministre, de s'abîmer. Parce que ce spectacle, quand même, c'est ça le risque. Hein. C'est que les uns et les autres s'abîment beaucoup, et la représentation nationale avec. Parce qu'on peut aussi, et moi je suis très partagé ce soir, parce qu'il y a effectivement ce sentiment-là de règlement de compte. Bon, voilà, c'est pas ce qu'on recherche ou ce qu'on aime. Mais il y a aussi la démocratie en action, Vincent Couronne. C'est le Parlement qui contrôle le gouvernement. Et ça, c'est quand même toujours satisfaisant de voir que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Moi, quand je vois ce genre d'affaires ou de scandales qui éclatent, on peut voir le verre à moitié vide et se dire c'est un scandale, évidemment, c'est terrible ce qui se passe, mais en même temps on peut se dire qu'en regardant le verre à moitié plein que ça fonctionne. Le Parlement fait son travail de contrôle du gouvernement et on a aujourd'hui, même si ce n'est pas un tribunal effectivement judiciaire, c'est un tribunal politique qui est censé faire la lumière sur ces faits-là, eh bien il n'empêche qu'on a une opposition qui met sur le grill un Premier ministre. C'est quelque chose qu'on a vu en France déjà à plusieurs reprises et qu'on voit partout en Europe. Je ne connais pas un Parlement qui n'a pas de commission d'enquête, qui ne peut pas appeler devant lui un Premier ministre. Le Parlement espagnol, cela dit. Mais José María Aznar, donc le Parlement espagnol, ne peut pas appeler devant lui le Premier ministre, ne peut faire que les ministres. Mais José María Aznar, en 2004, après les attentats de Madrid, de lui-même, s'était rendu devant la commission d'enquête. Tous les Premiers ministres se soumettent à ce genre de contrôle, et c'est la démocratie qui fonctionne. Moi, je pense que cette commission aura la vertu qu'on espère qu'elle aura si, on n'a pas vu toute l'audition, mais si, comme on l'a vu d'ailleurs juste avant de prendre l'antenne, les co-rapporteurs font leur travail véritablement, sans se laisser embarquer dans quelque chose de très politique, et notamment en s'appuyant sur des faits, sur des déclarations. Il y a eu un échange assez intéressant sur ce que François Bayrou appelle les méthodes
un peu rude d'éducation quand on lui parlait. C'est dans le rapport de l'inspection académique de ces gamins qu'on mettait en slip dans le froid, dont un en est mort, des gamins qui se faisaient frapper le tympan. Et ça, oui, qui ont perdu une partie de l'audition après. Et il parle de ce rapport, il lit les conclusions que lui a transmis le recteur. Et Violette Spilbou revient au rapport. Elle lui dit, mais attendez, il y a d'autres pages, il y a d'autres exemples. Et là, pour le coup, elle amène le Premier ministre à s'exprimer sur le fond. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Et sur l'époque, et sur une question que beaucoup de parents qui ont envoyé leurs enfants dans des établissements scolaires catholiques en se disant, pardon, mais oh là là, il faut un peu serrer la vis, se dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, ce n'est pas tous les établissements scolaires, on a fait des débats là-dessus, mais vu le nombre de témoignages déclenchés par l'affaire Notre-Dame de Bétarame, on a quand même un peu ce sentiment, Jean Garrigue. Oui, d'autant plus que François Bayrou est un témoin particulier dans cette affaire, parce qu'il était en même temps le ministre en charge de Bétarame. Il était ministre de l'Éducation nationale. Ministre de l'Éducation nationale, mais aussi père d'enfants scolarisés. D'ailleurs, sa fille a fait un ouvrage sur ce qui lui est arrivé, parce qu'elle a été battue lors d'une colonie organisée par la confrérie de Bétarame. Et c'est un chrétien. C'est-à-dire que sa position, à la fois de père de famille, dont la femme d'ailleurs donnait des cours de catéchisme là-bas. Il l'a rappelé pendant 9 mois seulement, a-t-il dit. Mais ça n'était pas une professeure. C'est une position très particulière. Je reprends les termes de François Bayrou. Et en fait, ce qui intéresse les citoyens, je suppose... Oui, mais il aurait pu, pardon de vous interrompre, il aurait pu choisir cet axe de défense. En disant, à l'époque, pardon, mais on n'avait pas la même grille de lecture. J'ai sans doute, c'est facile, assis sur mon fauteuil, évidemment, mais c'était. J'ai fait une erreur de père que je regrette. J'ai sous-estimé ce qui s'est passé. Est-ce que le scandale se serait éteint ? Je ne sais pas, mais il aurait pu choisir cette ligne. Je ne suis pas sûr qu'il se serait éteint, parce que on sait que la France insoumise est quand même prompte à dénicher ce genre de failles. Mais effectivement, vous avez raison, parce que je pense que c'est ce qu'attendent les plaignants. Et ils attendent aussi, me semble-t-il, et j'espère que la suite de l'audition va essayer de le montrer, de comprendre pourquoi, justement, cette chaîne de vigilance, d'alerte, n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que ce rapport, peut-être, a été fait trop rapidement, qu'on n'en a pas suffisamment tenu compte, et voir comment cette chaîne de commandement, de réaction, pourrait aujourd'hui fonctionner de manière beaucoup plus efficace. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on attend, que ça ne se reproduise plus jamais, ce type d'errement, qui n'était pas propre qu'à Bétarame. Parce que moi, j'ai connu beaucoup de gens à l'époque, enfin beaucoup, mais j'ai connu des gens qui me racontaient comment dans d'autres établissements, notamment de la région du Sud-Ouest, se produisait ce genre de sévices. Voilà. Vincent Couronne, vous vouliez intervenir ? Oui, si François Bayrou admet qu'il savait à l'époque, quand il était aux responsabilités, ministre de l'Éducation, directeur du Conseil général, etc., président du Conseil général, pardon, en fait, ça pose un problème. C'est pourquoi, s'il savait, il n'a pas utilisé l'article 40. Alors, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça existait déjà ? Avait-il l'obligation, en tant qu'agent public, de dénoncer des faits délictueux ? Ça existait, et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, dit bien que quand l'État a conscience, a connaissance de faits comme ça dans des écoles où des mineurs sont agressés, voire même violés, l'État a l'obligation d'agir. S'il ne le fait pas pour prévenir ce genre de choses, il est responsable. Même s'il l'apprend par la presse, puisque là aussi c'est un autre élément étonnant de sa défense. Il répète « je ne savais rien de plus que ce que la presse disait ». Enfin, voilà, vous pouvez l'apprendre de votre grand-mère, de qui vous voulez, n'empêche qu'il le savait. Et il était en fonction et en position de ces... Alors, je vous donne la parole tout de suite. Antoine, on va écouter un autre extrait de l'audition de François Bayrou. Alors, on a évoqué le témoignage de cette professeure de maths qui a témoigné devant la commission d'enquête. Donc, sous serment, rappelons-le, voilà ce que François Bayrou dit d'elle. J'étais très troublé par la déposition de Mme Gulling. L'affirmation qu'elle a faite sous serment devant vous est une affirmation qui ne peut pas tenir, qui ne peut pas être acceptée. Et donc, je dis que cette affirmation est une affabulation, sous serment. Sous serment. Voilà, là on retrouve ce François Bayrou hyper offensif. La meilleure défense, c'est l'attaque, on le comprend. Moi, pour prolonger le fil de ce qu'on se disait, je pense qu'il eût été plus utile, plus habile, de dire que François Bayrou ne pouvait pas être le réceptacle et la somme de lâcheté, au fond, qui ont prévalu
durant extrêmement longtemps. Vous évoquiez l'article 40 et le fait qu'il n'ait pas saisi le procureur. Il eût pu dire qu'il n'avait pas d'éléments suffisamment tangibles, y compris ayant rencontré un magistrat à l'époque, qui lui permettait d'activer cet article 40. C'est sa ligne de défense, d'ailleurs. Sa ligne de défense a été quand même toujours de reporter la responsabilité sur d'autres acteurs. Je pense en particulier à lorsqu'il dit « moi je ne savais pas, mais d'autres savaient », il pointe les personnalités du gouvernement Jospin, et en particulier Ségolène Royal et Elisabeth Guigou. Ça, si vous voulez, ça ne fait que faire enfler la polémique. Et pour un François Bayrou, je rappelle quand même que François Bayrou s'est référé à l'affaire Dominique Baudis. Ça veut dire quelque chose en termes d'accusation fallacieuse dans l'histoire politique française, l'affaire Baudis. Et il écrivait dans un message à l'un de ses proches, « Il faut laisser les manipulateurs se noyer dans leur vomi ». Mais sauf que, si vous voulez, il y a la croisade politique, il y a l'instrumentalisation de ceux qui ont envie de voir la tête du Premier ministre rouler, mais encore une fois, il y a les faits, et toute une époque et tout un contexte d'omerta. Et est-ce que François Bayrou décrit en disant le continent caché des violences subies par les enfants, les victimes qui trop souvent se taisent ou se taisaient, ce MeToo de l'enfance sont les termes qu'il a employés. Je vous propose d'écouter, on va ouvrir le chapitre du mensonge et des conséquences d'un éventuel mensonge devant cette commission d'enquête parlementaire. Et je vous propose, pour lancer ce chapitre, d'entendre la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui était ce matin sur France Info. S'il a menti, c'est un problème politique très grave, et donc nous verrons bien. S'il ment devant la commission d'enquête, c'est encore plus grave, puisque ça, c'est un délit pénal, puisque lorsque vous comparaissez devant une commission d'enquête, vous prêtez serment de dire la vérité, et vous ne pouvez pas vous dérober. Mais j'observe aujourd'hui que le Premier ministre ne se dérobe pas. Vincent Couronne, délit pénal. C'est ce qui se passe. Peut-être que ça n'arrivera pas, hein, mais si un mensonge est prouvé devant la commission d'enquête. Exactement, c'est un délit pénal. La peine encourue maximale, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc effectivement, quand on prête serment, on dit la vérité. Et dire la vérité, c'est pas simplement parler, c'est pas simplement dire des choses vraies, mais c'est aussi parler. Parce que ne pas dire, ou omettre de dire des choses... On ne peut pas se dérober face aux questions. Exactement, ça c'est aussi un délit pénal. Mais Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, a décliné. Alors, il y a ici une sorte de marge d'interprétation. Le parquet a considéré. C'était sur un autre dossier, hein, mais. Voilà, c'était sur la question de la crise, du déficit public. Oui. Le parquet a estimé hier qu'Alexis Collère, membre de l'équipe présidentielle à l'Élysée, était protégé par l'immunité du président de la République. Parce que dans la Constitution, le Parlement contrôle le gouvernement. Alors, des mensonges sous serment devant une commission d'enquête parlementaire, il y a quelques... Il y en a eu un. Oui. Il y en a eu un, c'est un médecin qui a été donc accusé de faux témoignages, mais par omission, parce qu'il avait omis de signaler une forme de conflit d'intérêts à propos de, je crois qu'il était conseiller de la firme Total. Oui, et une commission d'enquête sur Total. Oui, d'une enquête sur la pollution de l'air. Oui, voilà, c'était quelqu'un qui était un spécialiste, je ne donne pas son nom, mais qui avait déposé, qui avait été auditionné au Sénat, par une commission du Sénat, je crois en 2015, et qui a été condamné ensuite en 2017 à quelque chose comme 30 000 €. Alors, on n'est pas au maximum des 75 000, mais c'était déjà... Il avait oublié de dire qu'il était médecin conseil de Total depuis une bonne quinzaine d'années. 50 000 € par... Voilà. Et il y a actuellement une instruction qui est ouverte sur une de nos ministres, qui est Aurore Bergé, dont on dit qu'elle... Qui serait accusée d'avoir omis, là encore, des relations avec une lobbyiste impliquée dans l'affaire qui la concerne. Voilà, donc c'est très rare, c'est rarissime. Mais je vous signale, par exemple, et là c'est ma casquette d'historien, que lors du plus grand scandale politico-financier de notre histoire en 1892, le scandale de Panama, il y a à peu près 150 personnes qui sont accusées. Finalement, il n'y en aura qu'une qui sera condamnée par la justice, mais la commission d'enquête parlementaire a conclu que personne n'était coupable. Et tous ceux qui ont été auditionnés ont dit « mais non, on n'a rien fait », alors qu'il y avait énormément de preuves qu'ils avaient effectivement été corrompus. Pourquoi, Bérengère Borne, ce soupçon du mensonge plane toujours autour de François Bayrou dans cette affaire ? Est-ce que
c'est lié à ses réponses, à ses premières réponses, ou une sorte de flou qu'il a pu entretenir. C'est dès le premier jour, en tout cas, je considère premier jour, ce 11 février, où il est interrogé par Paul Vannier à l'Assemblée nationale pendant les questions d'actualité au gouvernement, et où il prend le parti avec beaucoup de solennité, en estimant sans doute que ça suffira. Il prend le parti de dire je n'ai rien su, je n'ai jamais rien su. Il faut dire que l'attaque est assez virulente, il l'a rappelé là. Paul Vannier l'accuse d'avoir couvert des pédocriminels, donc il l'a répété plusieurs fois pendant l'audition. S'il avait dès le début, il avait la possibilité sans doute, effectivement, de dire qu'il n'avait pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas forcément pris la mesure des choses, pas eu suffisamment d'informations, et ça aurait été complètement différent. Là, le problème, c'est que dans cette fameuse semaine-là, en 4 jours, et là, pour le coup, Paul Vannier l'a rappelé, il a changé 4 fois de version, parce qu'il a été contraint de clarifier les choses. Alors, on va écouter un autre extrait de l'audition de François Bayrou, qui continue là, à l'heure où on enregistre cette émission. Vous l'évoquiez tout à l'heure, quand il fait référence à nos confrères de Mediapart, il ne lit pas Mediapart, et voilà comment François Bayrou justifie son choix. Vos affirmations sont biaisées, vous essayez avec une méthode qui consiste à édifier Mediapart en autorité de la République. Je ne lis pas Mediapart. C'est une hygiène personnelle. Vous en faites la Bible et les prophètes. Je ne m'aligne sur rien. Ça n'est pas la presse qui commande ce que je dis. Peut-être vous, mais pas moi. Bon, on va peut-être pas débattre là-dessus, mais c'est peut-être un extrême de dire c'est la Bible et un autre de dire je ne lis pas du tout Mediapart. Bref, on va se concentrer un peu sur l'avenir politique de François Bayrou, Antoine Oberdorf. Est-ce qu'il serait exagéré de dire qu'il joue là, le Premier ministre, sa survie politique ? Fondamentalement, le sort de François Bayrou et la durée de son bail à Matignon importent peu, quand même, rappelons-le, si l'on rapporte cela aux sévices physiques et sexuels subis par les enfants de Bétarame. On en est aujourd'hui à plus de 200 plaintes et ce n'est pas rien. Ces victimes, encore une fois, n'attendent pas de voir rouler la tête du Premier ministre. Ils réclament la manifestation de la vérité, rien de plus. Que des oppositions insoumis ou autres s'en soient saisies à des fins politiques leur est complètement étranger. Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre ? À ce jour, François Bayrou, au moment où on se parle, est le seul à pouvoir se tirer du bourbier dans lequel il s'est lui-même mis en jurant dans l'hémicycle que jamais, au grand jamais, il avait été informé de quoi que ce soit en matière de violence, a fortiori de violence sexuelle. Sa propre fille, Hélène Perlan, assure auprès de Mediapart, justement on y revient, qu'il faut que François Bayrou se débrouille maintenant, que c'est à lui de se débrouiller et non plus à elle de le sauver. La pente est d'autant plus raide à remonter pour le Premier ministre qu'il est intimement touché par ces scandales, touché intimement parce qu'il y a scolarisé ses enfants, parce que, quoi qu'il en dise, sa femme y a quand même professé, à minima, pendant 9 mois, des cours de catéchèse. Sa stratégie de défense, était-ce une stratégie d'ailleurs, ou une improvisation, on en doute, mais elle a consisté à nier en bloc. Il doit sortir d'urgence du déni, à présent, que sa version a été mise à mal par des témoignages du juge Christian Mirande, mais aussi de ce gendarme Alain Hontangue, dont on voit mal pour le coup les arrière-pensées politiques, étant entendu qu'ils ont juré eux aussi sous serment. Les juges et les gendarmes, ça se trompe comme les autres, disait François Bayrou. On serait tenté de lui répondre que les premiers ministres, ça peut omettre des choses comme les autres. Et surtout, c'était avant que sa fille, on y revient, Hélène Perlan, confie encore une fois à Mediapart que son père l'avait bien sondé si elle jugeait ou pas plausible que le père Péricard, à l'époque, dans les années 90, et se soit rendu coupable de tels faits. Si on essaye de se projeter, et c'est sans doute difficile de répondre évidemment à la question, le sort de François Bayrou, il n'est pas scellé. Non, il n'est pas scellé parce que, vous en avez parlé, ce MeToo, ce qu'il est convenu en tout cas d'appeler le MeToo de l'éducation nationale, est inédit. Cette censure, si elle avait lieu, n'aurait rien à voir avec celle qui a eu raison de Michel Barnier. Il n'est plus question d'arbitrage technique sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais bien de vies, de dizaines de vies brisées. Comment détourner le regard ? Le coût politique serait trop grand. D'ailleurs, les acteurs l'ont compris. Olivier Faure l'a réaffirmé ce matin comme un avertissement lancé à ceux qui douteraient de la détermination des socialistes. Si Bayrou a contribué à l'omerta, il devra démissionner. Et il pourrait même, les socialistes, l'y aider. Bien plus timorés sur le sujet, en revanche,
Le Rassemblement national, par la voix de Sébastien Chenu ce matin, assure ne pas non plus avoir peur de la censure et renvoie la balle justement aux socialistes. Une chose est sûre, en politique, le mensonge est un poison lent. À François Bayrou et à lui seul de trouver l'antidote. Merci beaucoup Antoine. Vincent Couronne, cette commission d'enquête pourrait-elle déboucher sur une motion de censure contre le Premier ministre? Alors, il n'y a pas de lien procédural entre les deux, direct. C'est pas comme quand on déclenche un 49.3 qui, derrière, ensuite peut permettre le dépôt d'une motion de censure. Mais évidemment, une commission d'enquête, elle peut bouleverser des équilibres politiques, elle peut amener à des changements importants. Si on se rappelle, alors ce n'était pas devant l'Assemblée nationale, c'était devant le Parlement européen. Il y avait une commission d'enquête très importante sur l'évasion fiscale. Jean-Claude Juncker, à l'époque président de la Commission européenne, a failli y passer. Et ça a amené finalement à beaucoup plus de transparence sur les échanges fiscaux en Europe, etc. Et la peut-être fin bientôt des paradis fiscaux en Europe. Donc, une telle commission d'enquête peut avoir des conséquences politiques importantes. Maintenant, est-ce que je suis assez d'accord avec Antoine, la question d'une motion de censure, en fait, elle se pose peut-être pas beaucoup là maintenant. Les socialistes sont occupés par l'élection de leur chef, pareil chez LR, et Marine Le Pen n'a peut-être pas intérêt non plus à pousser le président de la République à une potentielle dissolution parce qu'elle est déjà hors jeu. Oui. Votre avis, Bérengère Bonte, si on parle d'avenir politique de François Bayrou? Ça a été très bien expliqué. Il n'y a pas de lien immédiat. Deux, moi, quand j'entendais quand même d'Olivier Faure ce matin, de Marine Tondelier également chez les écologistes, c'est que quand même, si le mensonge est avéré, la question de la démission, et non pas de la censure, mais de la démission, se posera. Alors, ils pourront toujours la réclamer, mais avec force en tout cas. Oui. Et ensuite, la censure, elle viendra plutôt sur le budget à l'automne, le RN dit sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur ce genre de choses. Mais effectivement, personne n'a intérêt pour l'instant. Le bloc central, dans tout ça, ne reviendra pas en soutien. Donc c'est sûr qu'il sortira fragilisé, évidemment. Mais déjà qu'il n'a pas pu réformer grand-chose depuis qu'il est à Matignon. Il est surtout fragilisé par le fait de ne pas avoir de majorité. Ça c'est sûr. Non, mais voilà. On est bien d'accord. Mais alors, c'est peut-être du côté d'Emmanuel Macron que la question se posera de garder ce Premier ministre ultra fragilisé. Oui, mais c'est un président qui est aussi très fragilisé. C'est vrai que Emmanuel Macron aurait toutes les raisons de s'en débarrasser, puisque François Bayrou s'est imposé comme Premier ministre, chose assez unique dans l'histoire du couple exécutif. Mais le problème, c'est que là, vous avez une séquence, hier et aujourd'hui, vous avez successivement un président qui s'est en quelque sorte auto-fragilisé par une émission qui, je pense, et j'en suis même sûr, ne lui a pas rendu grâce, et puis un Premier ministre qui lui-même, là, est en grande difficulté. Mais moi, je penche plutôt pour la théorie du poison lent. Ce poison est d'ailleurs en action, il est déjà en action depuis qu'est sortie cette affaire, parce que ça fait déjà quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On voit bien que le Premier ministre, il a 14% de popularité, c'est un record historique. Manifestement, l'impasse parlementaire, qui est le problème de l'heure, rejaillit sur cet immobilisme du couple exécutif. Donc, de là à dire qu'il va aujourd'hui présenter sa démission, moi je pense que ce sera très compliqué au terme de cette commission de prouver véritablement que... C'est difficile de prouver qu'il a menti. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui me semble même impossible. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de poursuite judiciaire, ça veut dire qu'il pourra s'en sortir. Mais de toute manière, l'effet est délétère. L'effet sur sa gouvernance est terrible. Antoine ? Parole contre parole, effectivement, il en sortira forcément affaibli. Et moi, mon intuition, quand même, c'est que les signaux faibles qui précéderont la chute éventuelle de François Bayrou, nous les percevrons, nos journalistes, au premier chef, en tout cas dans le bloc central. Oui. Parce qu'il ne se trouve plus personne aujourd'hui, soyons clairs, pour défendre l'action de François Bayrou. Peu de personnes également du côté d'Ensemble pour la République pour défendre le bilan d'Emmanuel Macron. On relevait aujourd'hui qu'il y avait, vous savez, il est d'usage lorsqu'un champion va défendre, et en l'occurrence le président de la République va sur les plateaux de télévision, de faire circuler, que les militants fassent circuler des hashtags, repostent, rien. Les troupes de Gabriel Attal, lors de l'émission d'Emmanuel Macron hier soir, n'ont rien fait. Et pour assurer le service après-vente de François Bayrou, dans les moments les plus difficiles qu'il va avoir à traverser, parce que les défis sont devant lui, en particulier la barre du budget 2026, il n'y aura pas grand monde. Alors on va écouter encore un extrait de l'audition du Premier ministre. Alors on est vraiment sur la question
voilà, de la véracité de ses propos, de sa ligne de défense. Il parle notamment d'un, et c'est le député Vannier qui y faisait référence, d'un jugement qui a été rendu contre un surveillant qui avait justement donné cette claque ultra-violente à un élève. L'élève avait perdu une grande part de son audition. François Bayrou affirme qu'il a découvert ce jugement là pendant la commission d'enquête cet après-midi. Écoutez. Vous voyez, je suis sous serment. C'est la première fois que j'entends parler de ce jugement que vous évoquez d'un surveillant qui a donné un coup sur la tête. Jamais. Oui, mais excusez-moi, j'ai le droit de ne pas lire la presse. Il n'est pas vrai qu'il y a eu des articles de presse, ou en tout cas je ne les ai jamais vus, sur le jugement que vous évoquez en 1993. Jamais. Moi, j'ai jamais vu ça. Et depuis, le journal Le Monde affirme avoir directement fait mention de ce jugement auprès du Premier ministre. Alors peut-être ne l'a-t-il pas lu dans la presse, mais en tout cas, nos confrères du Monde disent on en a parlé à François Bayrou. Vincent Couronne, on a là quand même une ligne de défense qui potentiellement se fragilise oui. au fur et à mesure que la commission d'enquête avance, quoi. Oui, exactement. Alors je comprends Jean Garrigue qui dit que ça va être difficile de prouver effectivement les mensonges, etc. Mais bon, il y a quand même pas mal d'enquêtes journalistiques maintenant, pas mal d'éléments. Et François Bayrou, je trouve, a pris quand même beaucoup de risques ce soir en affirmant des choses de manière très catégorique. Et derrière, eh bien, il pourrait très bien y avoir un signalement, article 40, là encore, où il serait donc du coup peut-être inquiété par la justice, sachant que lui, en tant que Premier ministre, il passera devant la Cour de justice de la République. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, on revient à la question de sa responsabilité de ministre de l'Éducation nationale. Il y a notamment un rapport qui avait été commandé. Et c'est ce qui lui permet de dire, moi, à l'époque, j'ai eu le sentiment que ce rapport, il n'était pas alarmiste. On écoute François Bayrou. Il fait 2 pages et demie, recto verso. Il décrit le supplice du perron. Le 5 décembre 1995, vers 21h, un surveillant élève a demandé à un élève de quitter le dortoir et de rester en petite tenue hors du bâtiment. Nous savons aujourd'hui, à travers les témoignages plus récents des élèves de l'époque, que l'enfant frappé d'hypothermie a manqué une amputation suite à cette punition. Est-ce qu'il y avait, il y a 30 ans, dans les établissements, singulièrement ce type d'établissement-là, des méthodes un peu rudes? Sûrement oui. Sûrement oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle serait acceptée? Sûrement non. Un sévice sur un enfant ou même un adulte est interdit par la loi, que ce soit en 96 ou en 2025. Vous avez tout à fait raison. Bérangère Bonte, on découvre au fur et à mesure de notre débat ces extraits de l'audition de François Bayrou. Voilà, quel sentiment vous avez? Quand même un Premier ministre un peu dans les cordes? Un peu dans les cordes, et qui fera valoir, qui tente de faire valoir qu'on a changé d'époque. Or, je trouve compliqué de faire valoir cet argument-là, comme on pourrait le faire valoir sur MeToo, par exemple. On a beaucoup dit sur MeToo, voilà, une main aux fesses, c'était acceptable autrefois, ça ne l'est plus. Les sévices dont on parle, et là, on ne parle pas des années 50, en plus, on parle des années 90. Moi, j'ai passé mon bac en 87, je n'ai jamais subi des choses pareilles. Donc, c'est un argument... Oui, moi, j'étais dans un étabbissement religieux, j'ai passé mon bac en 89, je n'ai jamais subi non plus des choses pareilles. L'argument du changement d'époque me semble quand même... Oui, parce que y a pas c'est risqué, quoi. Voilà, c'est risqué parce qu'il y a effectivement des violences, des claques, mais il y a des violences sexuelles, mais il y a des faits très graves qui sont documentés, ou en tout cas dont les témoignages parlent à Bétarame. Jean Garrigue. Juste pour nuancer un tout petit peu, le fondement du métier d'historien, c'est justement de prendre garde à ce regard rétrospectif et à l'anachronisme. Et donc, moi, je serais plus tenté de comprendre ce que veut dire François Bayrou, sauf que, effectivement, les faits sont d'une gravité telle que ça ne peut pas faire acte de justification pour une éventuelle, je dirais, inertie par rapport à ces événements. Et deux, il y a aussi un aspect, alors là, très, très politique, c'est qu'il se montre là comme un homme du passé. Je veux dire que c'est une image qui lui colle à la peau depuis qu'il est Premier ministre.
il en remet une couche. À moi, vous, à mon époque, bon, ces choses-là, c'était un peu rude. On se souvient qu'il avait donné une petite gifle à un gamin qui voulait lui faire les poches, ce qui pouvait être légitime d'ailleurs, mais enfin, ça, on voit bien. Campagne présidentielle. On voit bien cette image. 2012. Peut-être 2017. Mais on voit bien que cette image lui colle à la peau, c'est-à-dire que pour les Français, on peut se dire, c'est un Premier ministre qui n'est plus tellement en connexion avec précisément ce qu'on pense, la manière dont sont vécus les sévices envers les enfants, envers les femmes, etc. Donc il y a quelque chose de suranné un peu dans sa défense d'aujourd'hui. Oui, Antoine Auberge. C'est là où on est très étonné, c'est que quand on est à ce niveau de responsabilité, François Bayrou est Premier ministre. On nous a dit à Matignon ces derniers jours qu'il avait préparé cette audition. Alors certes, c'est une audition devant une commission parlementaire, il n'a pas d'avocat à ses côtés, mais enfin il y a des conseillers en particulier en communication de crise. On sait qu'il n'a pas un grand goût pour la communication, François Bayrou, mais qui aurait pu lui dire l'argument de l'anachronisme, de l'illusion rétrospective, prends garde. C'est l'un des arguments qui a été utilisé dans les dernières grandes affaires pédocriminelles. Je pense en particulier à l'affaire qui a concerné le constitutionnaliste Olivier Duhamel et les accusations notamment portées dans le livre de Camille Kouchner. C'était ça, c'était une autre époque, une époque où il était permis de tripoter les enfants. C'est des arguments qui, dans la France de 2025, post-MeToo, sont inaudibles. Donc là, il s'affaiblit devant la commission d'enquête parlementaire, mais devant la société entière. Et vous aviez raison, c'était 2002. C'était la campagne 2002, vous voyez, le temps file, 9 avril 2002. Une autre époque, comme dirait cette petite claque donnée à un gamin qui lui faisait les poches. J'ai une dernière question, il nous reste 1 minute, elle vous est destinée, Vincent Couronne. Je voulais qu'on parle un peu de l'hypothèse d'une nouvelle dissolution. Et alors, j'arrive pas à avoir une réponse complètement. C'est possible à partir de quand ? 10 juin, qui était le décret qui annonce la dissolution, ou est-ce que c'est 7 juillet, date du second tour des législatives ? À partir de quand Emmanuel Macron peut-il prononcer une nouvelle dissolution ? Pour vous, c'est le 7 juillet. Tout à fait. Vous en êtes sûr ? Parce que les constitutionnalistes ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Alors après, il y a peut-être, comme c'est un cas de figure qui n'est pas arrivé encore, mais a priori, en tout cas, nous, notre analyse au Surignor, c'est le 7 juillet. On a fait tout un article là-dessus. Et on a consulté tout un tas de constitutionnalistes le 7 juillet. Mais bon, est-ce qu'il va le faire ? Ah, ça c'est une autre question et ce sera sans doute l'objet d'un débat dans Sens Public puisque effectivement on est quand même dans une situation de blocage de l'exécutif. Ça a été la démonstration de toute notre émission à la suite de TF1 hier soir et puis de cette commission d'enquête parlementaire pour François Bayrou. Il va bien falloir que Emmanuel Macron tente quelque chose pour sortir de cette situation de blocage. Merci à tous, c'était passionnant de commenter ce moment quand même très fort de notre histoire parlementaire, cette commission d'enquête sur Notre-Dame de Bétharram et les violences commises en milieu scolaire. Je vous dis à demain, 18h, 22h pour un nouveau Sens Public. Vous pouvez retrouver nos débats, vous le savez, sur notre plateforme publicsena.fr. Vous pouvez nous réécouter en podcast et puis notez que l'invité de la matinale demain, Oriane Mancini, reçoit Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement National de la Somme. Bonne soirée à toutes et à tous.